Le 20 octobre 2025, c'était la date à laquelle j'annonçais le sommet de Bitcoin pour ce cycle il y a quelques années en arrière. Alors, est-ce qu'on a trouvé vraiment le sommet de cycle déjà? Est-ce qu'on démarre un bear market ou est-ce qu'on est juste à l'amorce finalement d'un bull run? C'est une question vraiment très importante aujourd'hui, c'est que tout le monde se pose. Pourquoi? Parce que si on démarre vraiment un bear market, eh bien nos crypto-monnaies risquent de perdre encore beaucoup en valeur malgré la sous-performance des altcoins. Mais si on entame une amorce et qu'on venait à vendre nos cryptos maintenant, alors on raterait la vraie montée, le vrai bull run. Pour répondre à cette question, je vais essayer d'être le plus clair et le plus complet possible avec plusieurs méthodes d'analyse. On va voir les cycles, les liquidités, donc les marchés futurs, on va voir les on-chain, la psychologie et d'autres méthodes. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Quentin Chapeau. J'investis en crypto depuis bientôt 10 ans, depuis fin 2015, et aujourd'hui j'accompagne plus de 5500 investisseurs avec mon équipe à réussir en crypto avec une méthode long terme et ainsi construire leur liberté. Donc si tu es prêt pour cette vidéo, c'est parti. C'est la fin du cycle de 4 ans. C'est ce qu'on entend de partout sur Internet actuellement. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'on a eu plusieurs théories au fil du temps pour évaluer où Bitcoin va aller avec une cyclicité qui se répétait. Jusqu'ici, on estimait que c'était le halving qui, tous les 4 ans, générait un choc d'offre sur Bitcoin et qui permettait une accélération du prix. Ces dernières années, on a compris que c'était autre chose et que le halving finalement était calqué sur un modèle économique plus large qui tourne autour du refinancement de la dette américaine, des politiques monétaires américaines notamment et des élections américaines qui ont lieu tous les 4 ans. Alors, en réalité, ce cycle de 4 ans, il a été mis en évidence surtout par Bob Lucas, qui est un analyste que je suis depuis 2018. Et on se rend compte actuellement que ce fameux cycle de 4 ans, il a peut-être changé. Donc, pour rappel, un cycle de 4 ans, ça comprend plusieurs étapes. D'abord, la phase d'accumulation en bas en bleu. Ensuite, on a la phase consciente, donc en bleu clair ici, où on va sortir du bas de cycle et commencer à démarrer une tendance haussière. Ensuite, on a la phase de bull run qui dure à peu près une année, où on a une vraie accélération et une parabole qui se forme habituellement sur les crypto-monnaies. Et on termine un cycle avec un marché baissier, un bear market, où on vient faire une grande correction sur Bitcoin et encore plus sur les altcoins. Voilà le fameux cycle de 4 ans. On a mesuré une certaine récurrence dans ces cycles économiques et donc ces cycles de Bitcoin ces dernières années et on voyait une certaine similitude entre les cycles, notamment le fait qu'on ait des cycles qui durent 47 mois, de bottom en bottom, et qu'entre les derniers bottom et sommet, il y avait eu 35 mois ou 152 semaines. Donc avec cette simple projection, on avait estimé qu'on pouvait voir un sommet de cycle sur le cycle en cours le 20 octobre 2025, c'est ce qu'on se disait il y a quelques années, et il y a d'autres méthodes qui démontraient la zone actuelle. On peut compter aussi le nombre de jours, on voit une phase haussière de 1068 jours sur le marché haussier de 2015 à 2017 et 1061 jours au cycle suivant entre 2019 et 2021. Donc avec une projection moyenne, 1064 jours, on arrivait à peu près aussi à la même période, à fin octobre 2025. Une autre méthode utilisée ces dernières années, c'est ce qu'on appelle le Golden Ratio. Donc en fait, c'est la distance qu'on a entre le bottom et le halving, et entre le halving et le sommet qui était sensiblement similaire. On voit qu'à chaque cycle, par exemple au premier cycle, il y avait environ 54 ou 56 semaines entre le bottom et le halving, entre le halving et le sommet. Au cycle suivant, on avait 78 semaines entre le bottom et le halving, et 74 entre le halving et le sommet. Et au cycle dernier, on avait 74 semaines entre le bottom et le halving, et 78 semaines entre le halving et le bottom. Donc, étant donné qu'on avait eu encore une fois 74 semaines entre le bottom cycle et le halving récemment, on estimait que entre 74 et 78 semaines pouvait nous amener à un sommet de cycle. Encore une fois, ça amène au même endroit. Donc, c'est effectivement des projections simples qu'on a pu faire ces dernières années, mais qui ne tenaient vraiment pas compte de tout l'aspect macroéconomique. On s'appuyait simplement sur une certaine régularité sur la durée. Alors, ce qu'on peut constater, c'est qu'en effet, on est exactement en l'état actuel là où on trouve habituellement un sommet de cycle pour Bitcoin, du moins ce qu'on a fait en 2017 ici et en 2021 ici. Maintenant, la performance n'est pas vraiment la même et il y a d'autres facteurs qui ont changé et donc on va pouvoir voir ça sur la suite de cette vidéo. Ce que tout le monde se dit maintenant, c'est ça peut quand même pas se terminer comme ça. On n'a pas vu de parabole, on n'a pas vu d'euphorie, ça peut pas être la fin déjà. Alors en psychologie, dans les marchés, il y a un biais cognitif qui nous fait souvent réagir trop tard, et c'est du moins le cas pour la majorité des investisseurs, c'est que on va se rendre compte tardivement en fait que le bear market est passé, ou du moins on va penser que le bear market démarre bien après qu'il ait démarré, et on va penser qu'on est en bull run, en fait finalement bien après que le bull run soit passé. Par exemple, admettons que le sommet vienne de passer, et qu'on pense maintenant que le bull run va démarrer, on serait dans ce biais-là. Par contre, si vraiment le bull market n'a pas démarré, on est finalement dans cette phase-là et le biais ne nous impacte pas encore. Donc c'est ça qu'on veut essayer de voir maintenant. Ce qui est important sur l'aspect psychologique de ce marché, c'est que habituellement, en sommet de cycle, on voit des euphories comme en 2021 et en 2017, comme dans tous les marchés financiers. Tout marché financier, si vous voulez, c'est un cycle psychologique qui se répète, où on passe d'une phase de dépression, de capitulation en bas de cycle après avoir tout perdu dans un bear market.
On repasse ensuite par des phases positives avec de l'espoir, de l'enthousiasme, etc. jusqu'à arriver dans de l'avidité et de l'euphorie en sommet de cycle. Et sur le cycle en cours, c'est vrai qu'en globalité, on n'a pas vraiment vu l'euphorie. On a vu de l'intérêt marqué en mars 2024 et en décembre 2024, mais on n'a pas vu de vraie euphorie extrême. Et là, on vient mesurer vraiment tous les investisseurs du marché, c'est-à-dire ceux qui sont là depuis longtemps et ceux qui viennent d'arriver, pour être sûr de ne pas manquer cette phase euphorique. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas vu de parabole jusque-là. Ce qu'on a pu constater, c'est que Bitcoin, sur ce marché haussier, il a évolué dans un canal haussier. Donc là, je suis en échelle logarithmique. On voit que Bitcoin évolue dans ce canal haussier ici, qui va rebondir dans les bas et dans les hauts de ce canal. Et qu'en l'état actuel, on est plutôt proche du bas de canal et qu'on voit que le prix finalement s'arrondit. Donc ça, c'est un petit peu bearish et dangereux. Le fait que le prix s'arrondisse sans vraiment aller marquer une poussée plus marquée maintenant, bah, ça fait peur à tout le monde. On voit donc un certain signe de faiblesse et on voit même une grosse perte de la force acheteuse. Donc on appelle ça une divergence baissière. Ici, le RSI nous montre le momentum du marché des acheteurs et des vendeurs, grosso modo. On voit qu'il y a de moins en moins de force d'achat pendant que le prix continue de monter. Donc généralement, c'est ce qu'on voit avant un retournement de tendance et donc potentiellement un bear market qui pourrait démarrer. Donc il est clair qu'on a une certaine faiblesse qui se crée. Alors pourquoi il y a cette faiblesse? Eh bien parce qu'on a des grosses prises de profit qui ont été réalisées sur les derniers mois. Donc là, on voit un ratio des pertes et profits réalisés et on s'aperçoit qu'en mars 2024, en décembre 2024 et récemment, eh bien, on a connu des phases où on a eu des prises de profit massives de la part du marché, comme on a pu le voir au sommet de 2021, dans l'éco-bubble en 2019, dans la montée en 2017 et dans tous les sommets de cycle. Donc ça, c'est une chose qui m'a inquiété sur l'année qui vient de passer. Alors, qui a pris des profits massivement? Dernièrement, c'était les baleines, donc les très très gros détenteurs de Bitcoin qui ont commencé à liquider leur position il y a déjà 2-3 mois, comme ils l'ont fait 3 à 4 mois avant le premier sommet technique de 2021 et bien avant également le sommet de 2017. Donc il y a eu une grosse prise de profit de la part des baleines qui rachètent un petit peu récemment. On a notamment le fonds d'investissement Galaxy qui a vendu pour 9 milliards de Bitcoin, notamment pour un de leurs gros clients, et ce qui a pu justement absorber la force acheteuse qu'on avait à ce moment-là et finalement casser la potentielle poussée qu'on s'apprêtait à avoir quand on touchait les 126 000 $, donc le plus haut connu pour Bitcoin récemment. En ce qui concerne les mineurs, donc ceux qui minent du Bitcoin, il y a assez peu de ventes finalement récemment par rapport à ce qu'on a pu voir dans le bull market de 2017 et au sommet en 2021. Donc c'est pas vraiment d'ici que vient la pression. Les long term holders, ceux qui, du moins les Bitcoins détenus depuis plus de 6 mois, ont été... Enfin, il y a eu beaucoup de ventes sur ces détenteurs à long terme sur l'année qui vient de passer. Actuellement, on est plutôt en train de racheter, c'est-à-dire que les long term holders réaccumulent du Bitcoin en l'état actuel. Donc la pression, elle est mitigée de leur part. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que on a finalement très peu de nouveaux entrants dans ce marché crypto. Donc ici en rouge, vous avez les short-term holders, donc ceux qui sont arrivés il y a moins de 6 mois, et en bleu, les long-term holders, ceux qui sont là depuis plus de 6 mois schématiquement. Et donc on voit que habituellement sur un sommet de cycle, donc en 2017, les short-term holders, donc le retail qui arrive tardivement, vient acheter dans la parabole, vient FOMO, vient acheter les bitcoins à ceux qui les achètent, qui les ont depuis longtemps et qui vont leur vendre. Donc on a vu ça en 2017 dans la dernière poussée, en 2021 dans le sommet, et on l'a vu un petit peu en mars 2024, un petit peu en décembre 2024 et presque pas récemment. On n'a pas eu vraiment d'afflux massif, du moins directement on-chain, de nouveaux investisseurs qui achetaient du Bitcoin. Et cette information-là, comme tout ce qui est en on-chain, elle est peut-être un petit peu biaisée. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, on voit les indicateurs bornés, les indicateurs de top et de bottom qu'on utilisait ces derniers cycles en on-chain pour nous montrer finalement quand les dynamiques montraient une surchauffe, quand on arrivait proche d'un sommet de cycle. Et donc, ce qu'on s'est dit depuis quelques années, c'est tiens, c'est curieux, on reste quand même vachement loin des niveaux de sommet sur ces indicateurs et ils sont peut-être biaisés ou moins utiles qu'avant. Et pour ça, en fait, il y a une raison. Et la raison, c'est que beaucoup de retail sont venus acheter du Bitcoin via les ETF. Donc forcément, ça se voit moins dans les allocators on-chain parce qu'il y a une adresse qui vient accumuler beaucoup de Bitcoin et pas de nombreuses nouvelles adresses qui viennent acheter du Bitcoin. On le voit ici. Donc ça, c'est le momentum des nouvelles adresses sur le réseau Bitcoin. On voit que depuis le lancement des ETF en janvier 2024, il y a une vraie chute qui se crée. Pourquoi? Parce que tous les nouveaux investisseurs qui auraient dû venir acheter du Bitcoin on-chain, finalement, ils ont été achetés via les ETF. Donc, on a perdu cette traction et cette lecture des données en on-chain. Donc finalement, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas de retail qui est venu dans ce marché, mais ça veut plutôt dire qu'ils sont passés par un autre canal d'acquisition. D'ailleurs, on le voit bien, si vous regardez le cumul d'achat des ETF de Bitcoin, ça monte en flèche depuis son lancement, et pareil pour Ethereum. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a finalement
qu'un quart des ETF qui sont vraiment achetés par des institutionnels. Donc, il y a vraiment les 3 quarts qui sont achetés par des particuliers. C'est une grande question que tout le monde se posait récemment. Là, par exemple, j'ai l'ETF de BlackRock, mais on voit qu'il y a les 3 quarts qui sont détenus par les particuliers. Bon, les acheteurs d'ETF de Bitcoin, c'est grosso modo la même psychologie que les particuliers qui achèteraient du vrai Bitcoin. Donc, ça veut dire qu'ils vont suivre les mêmes effets de masse et vouloir vendre au même moment. Mais l'ETF peut servir un peu d'amortisseur, puisque quand il y a des ventes d'ETF, le provider de l'ETF, celui qui les vend, peut trouver preneur et n'a pas besoin forcément de liquider des bitcoins sur le marché tout de suite pour pouvoir se protéger. Ou alors, il peut choisir d'arbitrer lui-même et peut-être qu'il va mettre du temps pour aller vendre du bitcoin et il n'y aura pas cet effet finalement de cascade de liquidation qu'on a sur le marché traditionnel de bitcoin. Ici, il n'y a pas de liquidation forcée, les bitcoins ne sont pas mis en collatéral dans des effets de levier. Un autre côté qui peut être intéressant, c'est que quand on revend un ETF, logiquement, on le revend pour des devises fiat, de l'euro ou du dollar. Donc là, on ne peut pas échapper à l'impôt sur la plus-value malheureusement, on va directement devoir payer son impôt. On ne va pas pouvoir passer par un stablecoin et éviter ça. Donc ça peut inciter les gens à finalement ne pas vendre leur Bitcoin et les garder sur le long terme. Donc on voit une adoption massive vraiment de Bitcoin, une vraie accumulation où on a vu donc les ETF accumuler beaucoup de Bitcoin, en plus de tout ce qui était échange et contrats intelligents évidemment, mais maintenant sont arrivés les gouvernements et les entreprises publiques et privées, notamment les public companies comme MicroStrategy, qui accumulent énormément de Bitcoin aujourd'hui avec une stratégie de Bitcoin Treasury Company. En somme, actuellement, les instituts, c'est à peu près 11% de tous les Bitcoins. J'ai pris en compte qu'il y avait seulement un quart des ETF qui étaient détenus par des institutions, donc instituts, entreprises publiques, privées, gouvernements, exchange, etc. Donc ça veut dire que la grande majorité des bitcoins sont détenus potentiellement par des particuliers. Alors il y a un autre facteur qui m'inquiète un petit peu par rapport à Bitcoin, c'est que tout ce qui est Bitcoin Treasury Company justement comme stratégie ou de Blockchain Group ou les autres, ont un certain ralentissement dans les levées de fonds qu'ils font pour pouvoir acheter du Bitcoin. Parce que je rappelle que la mission de ces boîtes, c'est de faire des levées de fonds, d'accumuler autant de Bitcoin que possible, avec une dette assez longue pour ne pas avoir à rembourser tout de suite et miser sur le fait qu'au bout de 5 ans, ils pourront rembourser leur dette avec seulement une part des Bitcoins qu'ils ont achetés. Eh bien, on a vu que Stratégie levait finalement de moins en moins de fonds récemment. On voit l'action faiblir et répéter le pattern qu'elle avait fait en 2021. On a une vraie similitude, donc on pourrait se dire que Stratégie pourrait rentrer finalement déjà dans un bear market et aller chercher une réaccumulation sur l'année qui vient. Ça, c'est qu'une théorie, mais ce qui met un peu la puce à l'oreille, c'est que les gens vont acheter les actions MSTR ou les autres. Pourquoi? Parce qu'elles surperforment Bitcoin dans la montée. C'est-à-dire que sur les années qui viennent de passer, elles ont surperformé à 2 fois Bitcoin. Donc elles vont chercher du levier en prenant plus de risques. Et ça me rappelle la frénésie des ICO en 2017, les NFT en 2021 et un peu les mêmes coins l'année dernière. Donc si vous voulez, c'est le moment où les gens vont chercher plus de risques et du levier. Et ça sent un peu l'habitude de fin de bull market. Donc ça, j'aime moyen. Donc la question que vous posez maintenant, c'est est-ce qu'on va plus bas avec Bitcoin et les cryptos? Donc quand on suit Bitcoin, on a beaucoup de types d'analyses qu'on peut utiliser. Quelque chose de simple qu'on veut regarder actuellement, c'est surtout la moyenne mobile des 50 semaines. C'est la bande bleue que vous voyez ici qui a servi de support jusqu'ici pour Bitcoin. Et c'était la même chose en 2017 et en 2021, mais avec plus de distance parce qu'on avait une plus grande extension, une plus belle parabole. Bon, à l'état actuel, ce qui est vraiment possible, c'est qu'on fasse une mèche similaire à ce qu'on a vu ici et un peu ici, pour aller chercher finalement un niveau de support qui serait plus bas vers les 95 000 $, là où on a eu du volume par le passé, on le voit avec le volume profile ici, et où on a beaucoup de liquidités à aller chercher, je vous montrerai juste après. Il est probable qu'à court terme, on fasse une mèche pour venir taper ce support avant de peut-être arriver à continuer ce bull market. La chose un petit peu inquiétante, c'est que récemment, on a fait un plus haut ici. Ici, on a connu un plus haut juste après le sommet qu'on avait connu ici. Et en fait, quand on fait un décompte de cycles, c'est une méthode propre à Bob Lucas, on estime que on va démarrer un cycle baissier. C'est-à-dire qu'ici, on avait démarré un cycle, on a tout de suite été chercher un sommet, puis on a échoué tout de suite, au lieu de continuer une tendance haussière. Donc, c'est ce qu'on appelle un cycle qui tend à gauche, où on a une phase haussière qui est courte et une longue descente. Si c'est vraiment le cas, on démarre en effet un cycle baissier. Bon, ça c'est une méthode à part qu'on va mettre de côté pour le moment parce qu'elle est un petit peu complexe pour tout de suite. Et surtout, elle rend très floue la lecture pour Bitcoin. Donc, on va surtout s'appuyer sur cette moyenne mobile qui nous intéresse. Ce qu'on veut, c'est que Bitcoin ne clôture pas en échelle hebdomadaire sous cette moyenne mobile de 50 semaines. Sinon quoi, en effet, ça pourrait démarrer un bear market. Alors récemment, en octobre, on a eu la plus grande purge qu'il y a eu historiquement sur le marché des crypto-monnaies avec plus de 20 milliards de dollars de liquidation, 20 fois plus que ce qu'on a vu dans le crash de la grippe. Donc il y a eu une espèce de reset de sentiment sur ce marché, mais il semblerait que ce soit même pas encore suffisant pour justifier qu'on rebondisse à court terme.
Comment on le sait? Parce qu'il y a encore des liquidités à aller chercher. Notamment ici, on ne les voit pas très bien sur mon graphique parce que j'ai dézoomé à fond. Mais ici, on est sur du jaune fluo quand on zoome également. Et sur les 95 000 $ jusqu'à 88, on a encore pas mal de liquidités à aller chercher, comme au-dessus du prix à partir de 126 000 jusqu'à 145 000 $. Donc là, il y a des liquidités à aller chercher. Et le taux de financement est pas encore assez négatif à mon sens pour permettre au prix de rebondir. Donc je m'explique. Le taux de financement va démontrer s'il y a plus de traders qui sont en long ou en short, qui parient à la hausse ou à la baisse. Quand il y a plus de traders qui parient à la hausse qu'à la baisse, le taux de financement est positif. Et là, en l'état actuel, on a un petit peu de traders qui parient à la baisse, mais c'est pas encore assez marqué. Il nous faut du monde qui parie à la baisse, donc une majorité qui parie à la baisse pour créer plus de liquidité en haut et attirer le prix vers le haut. C'est le cas actuellement sur, ça a été le cas récemment sur Ethereum et sur Solana, très largement parce qu'il y a eu beaucoup plus de liquidations qui ont été réalisées et encore on est revenu neutre. Mais pour Bitcoin, c'est pas encore très marqué comme on a pu le voir dans le creux ici. Donc j'ai le sentiment que les traders sont encore un petit peu trop optimistes pour la suite. Il faut leur faire peur un petit peu plus. Et un autre moyen pour moi de le voir, c'est que on a ici on mesure les liquidations qu'il y a eu sur Bitcoin, sur les marchés futurs de Bitcoin. Donc là, je mesure ça sur les perpetuals de Binance. On voit donc une augmentation des liquidations des longues récemment jusqu'à un niveau qui m'intéresse. Sur mon indicateur qui est là, on est chez Daily, je cherche le niveau -8 au minimum pour déterminer avoir touché un niveau intéressant, comme on l'a vu ici, ici ou ici. Mais je veux voir une espèce de divergence haussière, je veux voir une décroissance dans les liquidations de longues avant de pouvoir rebondir. Donc comme on le voit ici dans le creux, enfin la descente qu'il y a eu récemment, la correction qu'on a eue début 2025, on voyait une certaine divergence haussière, donc une décroissance dans les liquidations de longues. On venait fatiguer, si vous voulez, les acheteurs, mais en même temps on venait créer de plus en plus de peur pour permettre au prix de rebondir. Et on le voit également dans le RSI, on voit cette divergence haussière qui se dessine ici, et on a vu la même chose dans la correction juste avant. Divergence haussière dans les liquidations et dans le RSI. Ça permettait finalement naturellement d'aller rebondir. On ne le voit pas encore actuellement. On est encore sur une augmentation de liquidation de longue, on ne voit pas une décroissance, et pareil dans le RSI. On n'a pas été trouvé étonnamment de survente en échelle daily avec une divergence haussière. Donc pour moi, il y a des chances qu'on fasse encore une petite baisse pour BTC, pour pouvoir dessiner finalement cette divergence haussière dans le RSI et dans les liquidations de longue, avant de pouvoir finalement rebondir. Ça ne me choquerait pas qu'on aille descendre un petit peu plus bas. Je pense qu'on n'est pas très loin d'un niveau de rebond si on doit y aller. Pourquoi? Parce qu'on est déjà sous le prix d'acquisition moyen des short-term holders, la ligne orange que vous voyez ici. Habituellement, quand on passe dessous, on a assez de monde sous l'eau pour pouvoir faire rebondir le prix. On n'a pas besoin d'aller chercher l'extrême, donc la déviation à un standard de ce coût d'acquisition moyen des short-term holders. Donc peut-être descendre un petit peu plus avant de pouvoir rebondir. C'est un niveau qui habituellement sert de support, donc en 2017 et en 2021. Et là, on s'est pas mal appuyé dessus sur le cycle en cours. On voit aussi d'ailleurs sur ce graphique qu'on n'a pas sur ce cycle encore, à part ici en mars 2024, été chercher des niveaux extrêmes, comme ici en 2021, en 2017, sur les short-term holders, donc assez d'excitation, assez de FOMO, pour créer finalement une euphorie. Et ce qui est intéressant, c'est que les short-term holders vendent à perte. On le voit ici avec le stopper. Donc on voit que les short-term holders étant sous leur prix d'acquisition et vendant à perte, eh bien on est déjà dans une phase de stress, mais peut-être pas encore assez prolongée comme on l'a vu au printemps 2025. On a vu un certain reset dans l'open interest, donc c'est la quantité de positions qui sont ouvertes en short et en long, c'est-à-dire qu'il y a eu un certain reset, peut-être pas encore assez profond pour revenir à des niveaux plus sages, mais du moins on a commencé une tendance où on a liquidé du levier et ça fait du bien parce que finalement on avait trop de prises de risque qui étaient ouvertes ici. Alors, il est très probable qu'on ait un mouvement très volatile et très important à venir dans le court terme. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un indicateur qui nous montre ce qu'on appelle les bandes de Bollinger. C'est si vous voulez, c'est des bandes qui vont suivre le prix et qui vont mesurer la volatilité de Bitcoin. Quand ces bandes se resserrent, on voit que la volatilité diminue jusqu'à finalement exploser, donc soit à la hausse, soit à la baisse, où on va retrouver la volatilité. C'est comme ça qu'habituellement se comporte le marché. Donc là, c'est un autre moyen de mesurer ces bandes de Bollinger. On voit la volatilité qui diminue, qui vient toucher des niveaux extrêmement bas, comme on a connu en 2024, en 2023 et en 2016. Et finalement, les 3 dernières fois qu'on a connu ce niveau de volatilité aussi basse, voilà ce qu'a fait Bitcoin. Donc sur quasiment les 8 mois qu'on suivi, Bitcoin a connu des vraies performances. Donc, ça nous donne l'indice que Bitcoin pourrait finalement partir à la hausse après ce manque de volatilité. Et quand on regarde le mouvement moyen de Bitcoin dans cette saisonnalité, donc sur sa 4e année de cycle, habituellement Bitcoin fait le mouvement moyen suivant. On serait à peu près ici, donc on s'attendrait à voir une hausse de Bitcoin sur la fin de cette année
si on reproduit ce qu'on a fait à la fin de chaque cycle. Bon alors, est-ce qu'on aura une altcoin season ou pas? C'est la grande question que tout le monde me pose toutes les semaines et le grand stress que vous avez tous. Alors il y a une vraie décorrélation, c'est vrai, entre Bitcoin et les altcoins depuis mars 2024. Ça a été très pénible à vivre pour ceux qui étaient majoritairement en altcoin. Pendant que Bitcoin consolidait, après sa consolidation, je veux dire, fin 2024, il a su repartir à la hausse. Les altcoins, après une belle réaccumulation, ont eu un semblant de poussée avant de se faire démolir et de continuer à corriger à nouveau, tout comme Ethereum. Et encore, tous les altcoins n'ont pas fait cette performance-là. Beaucoup ont fait une poussée moins importante. Donc, on a eu un faux espoir après cette belle relance ici, comme on a eu le cas aussi récemment sur les altcoins. Chaque amorce vient être gâchée finalement par une nouvelle macro ou une annonce de Trump qui vient mettre un coup de massue encore sur le marché, ce qui a finalement réduit à néant la performance des altcoins jusqu'ici. Et récemment, on a vu un flash crash énorme qui était notamment dû à des liquidations forcées, à des erreurs dans les oracles et à des échanges décentralisés perpétuels qui ont peut-être manipulé un petit peu le marché. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le marché, il a profondément changé, dans le sens où l'attention est vraiment dispersée actuellement et les capitaux aussi. On avait à peu près 10 000 tokens en semaine marché en 2017, à peu près 100 000 en 2021, et là on est plutôt autour des 30 à 40 millions de crypto-monnaies qui existent en l'état actuel. Donc évidemment, l'attention et les capitaux sont largement dispersés. Et la difficulté, c'est que les investisseurs dans les cycles derniers qui étaient concentrés sur les fondamentaux, les layers 1 comme Solana ou Cardano concurrent d'Ethereum, enfin tout ce qui faisait du sens, qui avait un vrai effet de réseau, une vraie adoption, ces investisseurs-là, sur le cycle en cours, se sont dirigés vers ce qui brillait, donc tout ce qui était Memecoin, Agent IA et ces petits tokens avec un narratif, avec un pump and dump rapide qui ont finalement liquidé la plupart du marché. Donc c'est dommage puisque ces capitaux auraient dû finalement jusqu'ici se concentrer sur les actifs majeurs. Et en fait, j'espère que le marché a compris son erreur en se dirigeant vers ces petits Memecoins qui faisaient des fois 200 et qui s'écroulaient juste derrière et va maintenant se concentrer finalement sur ce qui est plus solide fondamentalement. Il est vrai aussi que, bon, ok, il y a eu des achats massifs via les ETF de Bitcoin, mais il n'y a pas eu vraiment d'afflux massif de nouveaux investisseurs sur le marché crypto, du moins en termes d'attention. On voit ici le nombre de nouveaux abonnés sur les chaînes YouTube crypto les plus connues. On avait un afflux massif de nouveaux abonnés en 2021, en avril, mai et en novembre. Et sur le cycle en cours, on a eu un peu d'intérêt en mars 2024, un petit peu en décembre 2021 et personne récemment. Et on n'a pas connu cette grande vague de FOMO et d'arrivée de retail dans le marché. C'est de ça dont on a besoin pour voir les altcoins performer à nouveau. C'est finalement une amorce déjà dans les altcoins qui pourrait se produire si Ethereum passe les 5000 $ par exemple, avec un regain d'intérêt, une relance des altcoins pour régénérer un FOMO. C'est de ça dont on a besoin pour pouvoir ramener du monde. Il faut que ça soit assez alléchant, il faut que ce soit assez, enthousiaste, que les gens s'imaginent faire des gros multiples en arrivant maintenant dans les altcoins pour qu'ils aient envie de les acheter. Donc en l'état actuel, les altcoins étant plutôt en phase de dépression, ça n'attire personne, mais il y a des chances que quand les choses rebondissent, le retail revienne. Donc on se retrouve dans une situation qui est délicate puisque nos altcoins se retrouvent coincés en bas avec une sous-performance par rapport à Bitcoin. Contrairement au dernier cycle, on n'a pas eu le luxe de pouvoir revendre nos altcoins avec des gros multiples à un moment donné où Bitcoin touchait ses plus hauts connus, ce qu'on voyait habituellement dans chaque cycle. En l'état actuel, on aurait déjà dû voir des fois 20, des fois 50 sur nos altcoins s'ils avaient suivi ce qu'ils ont fait au dernier cycle. Malheureusement, il y a eu une décorrélation, Bitcoin montait pendant que les altcoins descendaient. Donc en l'état actuel, voilà un peu la configuration et on aurait presque envie de se comporter comme la dumb money et de vendre nos altcoins ici en bas. Ça, c'est le graphique de Avax au cycle dernier. Et en l'état actuel, on a envie de se dire, bon, ça y est, les altcoins sont morts, je savais, c'était trop beau pour être vrai, donc je vais tout vendre à perte. Généralement, c'est le moment où assez de gens jettent l'éponge que les choses rebondissent. Donc, on va plutôt essayer de prendre du recul et de se dire, ok, comment agirait la smart money maintenant? Est-ce que c'est vraiment le moment de vendre ces altcoins maintenant qu'ils sont tout en bas et de faire autre chose avec, de les remettre en Bitcoin ou d'essayer d'acheter autre chose? J'entends des gens dire qu'ils veulent acheter de l'or maintenant en vendant leur Bitcoin ou leurs altcoins. Ça me fait peur puisque c'est vraiment l'inverse je pense, du comportement à adopter maintenant. Donc, il faut savoir, je pense, prendre du recul maintenant. Alors oui, je sais, prendre du recul quand vous avez des moins 50% sur vos altcoins, c'est difficile, mais regardez la réalité des choses. Le Total 3, donc l'ensemble du marché exclu Bitcoin et Ethereum, n'a pas encore fait de plus haut connu, ou du moins il l'a à peine touché. On est dans un grand triangle ascendant, enfin c'est plutôt une figure haussière plus qu'un vrai triangle ascendant. Quand on dézoome et qu'on met ça en échelle logarithmique, et logiquement, on devrait s'extraire par le haut, comme on l'a fait ici par le passé, pour aller connaître de nouveaux sommets sur le marché dans sa globalité.
Pour ce qui est de la dominance de Bitcoin, donc elle avait commencé à casser à la baisse, on a eu un petit rebond récent, mais on a de la marge de manœuvre pour aller chercher le bas de ce canal, pour aller chercher des niveaux de support qu'on a vu par le passé et connaître finalement potentiellement une vraie altcoin season, comme on l'a vu ici en 2021 et en 2017. Quand la dominance s'effondre, c'est le moment où les capitaux s'écoulent vers le reste du marché et où on voit habituellement une altcoin season en fin de cycle. Donc l'altcoin season, ça dure 1 à 2 mois en général, c'est très rapide. Pour ce qui est d'Ethereum, on a à peine connu un plus haut connu, un sommet. On ne s'est pas vraiment extrait par le haut. Je vois mal un cycle se terminer sans qu'il y ait le total 3 Ethereum et même Solana connaître des nouveaux plus hauts. Pourquoi? Parce qu'Ethereum et Solana, c'est les deux plus grosses infrastructures de ce marché sur lesquelles sont construits la plupart des projets et des technologies. Donc c'est l'infrastructure du Web 3.0 sur laquelle arrive toute la tokenisation, toute la DeFi, etc. Et il y a un autre sujet intéressant, c'est que jusqu'ici, les capitaux dans les marchés traditionnels allaient sur Bitcoin et Ethereum majoritairement grâce aux ETF et aux digital asset treasury qui existaient. Et on commence à voir des DAT sur les altcoins. On en voit chez Tron, on en voit un peu avec Hyperliquid, on voit un peu de SUI acheté dans les DAT. Et en fait, arrivent prochainement des ETF sur les altcoins majeurs et des digital asset treasuries qui visent le top 50 des crypto-monnaies. Il s'avère que chaque projet crypto cherche à être listé en bourse actuellement. Donc ça va pouvoir apporter des capitaux parce que les gens, via des plateformes de bourse traditionnelles, vont acheter finalement des ETF. Par exemple, j'ai une bêtise, un projet que je déteste qui est mort, mais Cardano. Les gens vont acheter l'ETF Cardano juste parce qu'il est dans le top 10. Et donc cet ETF va devoir acheter du vrai Cardano derrière. Donc ça fera une pression acheteuse avec les mêmes canaux d'acquisition qu'on a vu jusqu'ici sur Bitcoin et Ethereum via les ETF. Donc pour moi, ce cycle n'est pas terminé. Il faut que le cycle continue pour qu'on aille chercher une alt season. Mais le cycle, on voit qu'il a un petit peu changé. Ici, vous avez les événements qu'on voit habituellement qui se déroulent en fait sur un cycle crypto. Et à droite, le code couleur qui se répète sur le graphique psychologique. Pour moi, on est ici dans la phase d'accélération, mais il y a des choses qui sont passées différemment. Dans le sens où Bitcoin a connu son plus haut connu, on a vu le bottom sur Ethereum BTC, on a à peine entendu parler de flippening, c'est pas tout à fait arrivé. La dominance a commencé à casser à la baisse, mais pas assez fortement. Et les altcoins avec des bons fondamentaux ne sont pas encore paraboliques. Donc c'est là la vraie différence, c'est que les alts n'ont pas encore bénéficié de ces liquidités et on n'est pas encore dans une phase d'alt season. Et ce cycle crypto de 4 ans, en réalité, ce n'est pas juste un cycle crypto, c'est un grand cycle économique. Donc tous les marchés financiers sont impactés de la même manière par les mêmes facteurs. C'est simplement des conditions de marché économiques et de la liquidité qui vient en alternance rythmer ces cycles économiques tous les 4 ans. Donc autrement dit, quand on a des banques centrales américaines notamment et chinoises, japonaises et européennes qui impriment beaucoup d'argent, ça vient créer des liquidités qui s'injectent dans l'économie, ça vient s'écouler finalement dans les marchés financiers et donc pousser les marchés et créer ce cycle de 4 ans. On voit ici la masse monétaire mondiale qui augmente tous les 4 ans après une phase où on avait resserré monétairement et ça vient générer des bull runs dans Bitcoin. Ce cycle de 4 ans, on le mesure avec un indicateur en particulier qui s'appelle l'ISM. ISM qui est donc l'indice manufacturier qui va mesurer l'activité économique, du moins les achats des entreprises américaines et donc anticiper les phases de production et de croissance. Donc cet ISM, il avait un cycle rythmé de 4 ans à peu près jusqu'ici. Et vraiment, il était très aligné avec Bitcoin, on le verra juste après. Et il s'avère que, vu que pendant la grippe en 2020-2021, on a imprimé énormément d'argent, et ben en fait, on a repoussé les échéances habituelles de remboursement de ces dettes. Et il s'avère que le remboursement moyen de ces dettes, maintenant, il n'est plus à 4 ans, mais il est plutôt à 5,4 années. Donc ça, c'est les recherches et données de Raoul Pal sur lesquelles je m'appuie parce que c'est des datas que lui a mis en évidence. Et donc, il s'avère que ce cycle économique s'est peut-être un peu agrandi et donc on serait encore qu'à l'amorce de ce cycle et qu'on n'ait pas connu encore la phase d'expansion. Donc on voit que notre ISM, il est encore en bas en l'état actuel. Voyez ici la corrélation entre l'ISM et Bitcoin. Quand l'ISM trouve son sommet, c'est généralement proche du sommet du cycle de Bitcoin. Et quand l'ISM passe le niveau 50, comme ici, ici et ici, c'est habituellement le moment où Bitcoin démarre son bull run. Et quand l'ISM passe au niveau 50, c'est aussi le moment où généralement démarre l'accélération des altcoins jusqu'à l'altcoin season. Ce qui est intéressant de voir, c'est que quand l'ISM repart vraiment à la hausse et qu'il passe au niveau 50, c'est le moment où la dominance de Bitcoin casse vraiment à la baisse. C'est le moment où le ratio Ethereum-Bitcoin repart à la hausse, donc où Ethereum surperforme Bitcoin, et c'est le moment où les altcoins également surperforment Bitcoin, donc où on voit finalement le début de l'accélération jusqu'à l'altcoin season. Alors, est-ce qu'on ne serait pas en train de voir ici que le cycle économique finalement n'est pas terminé? Eh bien, il y a des indicateurs qui nous démontrent que ce cycle économique peut encore percer à la hausse et nous amener un vrai bull run sur les marchés financiers. Alors, il y a des choses à comprendre ici, c'est que la croissance économique, c'est une conséquence d'un afflux massif de liquidités qui, elles, sont possibles si les conditions de marché sont bonnes et c'est le cas actuellement. Les conditions de marché, c'est, si vous voulez, un ensemble de facteurs, donc le prix des commodités, le dollar, les taux directeurs de la Banque centrale américaine, etc.
Tout ça, ça indique une hausse du marché à venir, une hausse des liquidités. Donc, les conditions de marché que vous voyez en bleu ici, c'est un indicateur qui a habituellement 9 mois d'avance sur l'ISM, 3 mois d'avance sur les liquidités qui, elles, ont 6 mois d'avance sur l'ISM. Donc les liquidités, c'est vraiment l'argent global qui est émise et injecté dans l'économie. Et la liquidité, c'est important parce que c'est vraiment le facteur le plus important, la liquidité globale, qui va être la variable qui va driver les marchés. Il faut savoir que le Nasdaq est corrélé à 97% à la masse monétaire mondiale, donc à la liquidité globale, ce qui veut dire qu'il y a seulement 3% des mouvements du Nasdaq qui sont impactés par tous les autres facteurs. C'est-à-dire que tout ce qui est news, c'est que du bruit. Il faut savoir y faire abstraction. Et c'est pareil pour Bitcoin. Bitcoin, il est corrélé à 90% à la liquidité mondiale avec notamment une tendance qui est donnée par la dévaluation monétaire. Je vous rappelle qu'on augmente la masse monétaire de 8% par an. Donc la tendance est donnée par la dévaluation monétaire, donc l'impression monétaire plus l'inflation. Et les moments où Bitcoin va s'écarter en fait de ce graphique de la masse monétaire mondiale, c'est les moments où l'effet de réseau fait son travail, où en fait on voit des euphories et des capitulations, donc là où la psychologie de masse vient pousser le prix d'un actif et l'écarter un peu trop loin finalement de la grande tendance long terme qui est la dévaluation monétaire. Et ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ici donc on voit les mouvements, les injections de liquidité de la part des banques centrales principales. On s'aperçoit que quand l'injection de liquidité connaît un pic, c'est également le moment où on voit les sommets de cycle pour Bitcoin, donc en décembre 2017 et en mars 2021. Et donc en l'état actuel, on est plutôt dans une phase d'expansion. On n'a pas connu vraiment de croissance, de vraie croissance dans cette augmentation de la masse monétaire, notamment parce que la Banque centrale américaine n'a pas vraiment créé liquidité jusqu'ici. Et là, vous allez me dire, oui, mais tout le monde parle d'une récession à venir en 2026, de everything bubble, donc la grande bulle qui va cracher toute l'économie. Bien, en fait, si on regarde vraiment, on n'est pas vraiment dans une config qui parle de récession, puisque l'argent continue de circuler dans l'économie et même si la Fed n'imprime pas directement, en temps normal, une récession survient quand il y a un retrait massif de liquidité. Les entreprises manquent de financement, les ménages consomment moins, les marchés chutent, etc. Mais aujourd'hui, le Trésor américain dépense massivement, donc on a des déficits budgétaires records. Il injecte donc de l'argent dans l'économie via des programmes, des subventions et des investissements publics. Les banques commerciales continuent de créer de la monnaie via le crédit, donc avec des prêts immobiliers des prêts d'entreprise et avec les cartes de crédit. Et cette combinaison, finalement, maintient la demande, l'emploi et la croissance, même si la Fed garde ses taux élevés et ne fait pas encore de quantitative easing classique, c'est-à-dire qu'elle n'imprime pas pour acheter des obligations d'État américaines. On le voit parce que la masse monétaire mondiale en dollars continue de monter. Et les médias utilisent aussi le narratif de l'inflation en disant oui mais l'inflation repart, mais c'est normal, quand on crée la croissance, quand on imprime de l'argent, ça vient faire augmenter les prix et donc ça vient pousser l'inflation. En réalité, l'inflation en l'état actuel, elle est plutôt maintenue. Et du coup, tout le monde cherche un autre narratif et tout le monde dit oui, mais le chômage monte, donc on est en train d'aller vers une crise. En fait, c'est pas si dramatique de ça, on va plutôt même dans la bonne direction. Quand on regarde cet indicateur qui est intéressant, on voit le nombre d'États dans lesquels le taux de chômage augmente. Et là, ce qu'on voit, c'est que il y a de moins en moins d'États aux USA où le chômage augmente. C'est-à-dire qu'il y a des États où le chômage est en train de diminuer. Donc on a un début de tendance intéressant et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une configuration actuelle qui est un peu incertaine, c'est dur pour les entreprises d'aller recruter, d'aller donc embaucher des personnes. C'est un vrai risque, ça leur coûte cher. Et après, c'est dur des fois d'assumer cette masse salariale. Donc, ils vont préférer d'autres moyens avant que l'économie soit vraiment solide, plutôt que d'employer les gens pleinement. Et ces moyens, c'est premièrement de faire plus d'heures sup à leur masse salariale. Donc on voit ici que les heures sup augmentent récemment, donc sur l'année et demie qui vient de passer. Et un autre moyen, c'est l'intérim. Et on voit que depuis début 2024, le nombre d'emplois intérimaires a vachement augmenté également aux USA. Donc même si on a un taux de chômage qui augmente encore, en réalité, on a beaucoup plus d'heures sup travaillées, beaucoup plus d'intérim travaillées. Et en fait, c'est un début de croissance puisque les entreprises vont commencer à chercher à produire plus, mais en s'engageant un petit peu moins. Donc, le narratif du chômage, il faut vraiment le mettre entre parenthèses en l'état actuel. En somme, les conditions de marché sont bonnes. Donc, l'inflation qui est maintenue, ce taux de chômage qui ne monte pas vraiment, et le prix des commodités qui monte, et le prix du dollar qui chute, et les taux directeurs des banques centrales qui baissent autour du monde, en fait, ça donne des conditions de marché qui sont favorables pour pouvoir aller pousser l'ISM. Alors, si les conditions de marché sont bonnes et que la liquidité augmente, pourquoi est-ce que tout monte sauf Bitcoin? On a une vraie décorrélation, c'est vrai, récemment, et notamment depuis surtout le 16 juillet 2025, je vais vous montrer pourquoi, entre Bitcoin qui est ici en blanc, le S&P 500 qui est ici en rouge, l'or qui est parti en flèche et la masse monétaire mondiale, la M2, qui est ici en vert. Donc on a un certain gap à combler.
Ce qui est marrant, c'est que récemment, on a vu un vrai FOMO. Donc, vous voyez les files d'attente des gens autour du monde qui s'empressent d'aller acheter de l'or qui fait une parabole comme ça. Quelle erreur! Ils auraient dû l'acheter plus tôt et du coup, acheter autre chose dans l'état actuel. Je vais vous montrer pourquoi c'est une bonne nouvelle. L'or va avoir 12 mois d'avance sur les liquidités globales. Donc le mouvement que fait l'or, généralement, eh bien, il va indiquer ce que va faire la masse monétaire mondiale par la suite. L'or ici en bleu est parti en flèche, vous voyez qu'il y a une certaine corrélation avec la masse monétaire mondiale, indique que la masse monétaire mondiale, donc les liquidités, peuvent augmenter fortement sur l'année 2026. Et l'or a également à peu près 6 mois d'avance sur Bitcoin. On voit une certaine ressemblance, ça indique potentiellement que Bitcoin peut suivre cette pattern pour aller chercher également une poussée en 2026. Alors l'or, il n'a pas poussé pour rien récemment, il a poussé parce que les banques centrales en accumulent massivement pour se protéger contre la dévaluation du dollar. Donc c'est les banques centrales qui ont amorcé ce mouvement et le retail vient continuer ce mouvement aussi. Et pourquoi les marchés boursiers, notamment le S&P 500, montent en l'état actuel? Eh bien simplement parce qu'il y a des investissements massifs dans les CAPEX, donc dans les infrastructures des entreprises, notamment autour de l'IA, de la part de l'État directement américain et de la part finalement des banques commerciales. Donc ces investissements massifs faits dans ces entreprises IA viennent augmenter la valorisation de ces entreprises. Et il y a une différence entre les marchés boursiers et les cryptos, c'est que dans les marchés boursiers, en fait, il y a des résultats d'entreprises qui peuvent être positifs, qui peuvent susciter l'intérêt et attirer des investisseurs pour investir plus dans les actions de ces entreprises. Et ça, on ne l'a pas dans les cryptos, il n'y a pas de résultat. Les cryptos, elles sont dépendantes directement de la liquidité. C'est vraiment l'actif le plus sensible aux liquidités et on a en fait un facteur qui a freiné la montée de Bitcoin. C'est que finalement, la Fed n'injecte pas directement d'argent dans l'économie et le Trésor américain a fait des réserves. On le voit ici dans son Treasury General Account. Le Trésor américain a absorbé, si vous voulez, les liquidités récemment depuis le 16 juillet 2025 pour se faire des réserves pour pouvoir assumer ses dépenses. Et en plus, ces liquidités, elles sont bloquées actuellement dans ce compte du Trésor. Pourquoi? Parce qu'actuellement, on est dans le grand shutdown. En fait, l'État américain est à l'arrêt, est en vacances, on va dire actuellement, est fermé. Et donc, cet argent-là, il ne peut pas être utilisé, ne peut pas être dépensé, injecté dans l'économie pour générer de la croissance. Donc, encore une fois, ça fait moins de liquidités qui viennent s'écouler vers les crypto-monnaies. Donc, Bitcoin étant très sensible à ces fluctuations de liquidités, malheureusement, il y a une espèce de poche d'air, de vide qui lui empêche de pousser actuellement. Maintenant, dès que l'État américain va réouvrir et qu'ils vont pouvoir dépenser ces capitaux-là, eh bien, ça pourra repousser Bitcoin et les cryptos. Alors, pour terminer, est-ce que la liquidité va continuer de monter et s'écouler vers les crypto-monnaies? Eh bien, il y a une pattern intéressante, c'est que la masse monétaire mondiale suit exactement la même pattern qu'elle a fait en 2017 en l'état actuel. Donc, on s'attend potentiellement à avoir encore une montée de la masse monétaire mondiale avec une tendance similaire. Le facteur principal, c'est que l'État américain doit refinancer sa dette. On a un roulement massif de la dette américaine qui doit s'effectuer et pour ça, on a besoin de liquidités. Donc en l'état actuel, on voit que la Banque centrale américaine veut arrêter sous peu, fin 2025, le quantitative tightening. Donc c'est le fait qu'elle vienne ne pas renouveler les obligations qu'elle achète, qu'elle a à son bilan. Donc si elle arrête le QT, elle va arrêter de retirer des liquidités de l'économie et elle va racheter les obligations à chaque fois qu'elle en a qui arrivent à terme. Elle est obligée de le faire parce que finalement l'État américain n'a plus d'autres réserves pour pouvoir racheter ses propres obligations. On ne parle pas encore tout à fait de quantitative easing, donc le fait que la Banque centrale américaine imprime de l'argent pour racheter les obligations américaines. C'est pas encore au programme, mais c'est pas vraiment gênant. Pourquoi? Parce que la Chine continue d'imprimer énormément d'argent et on voit une certaine corrélation entre le taux des obligations chinoises à 10 ans et la masse monétaire chinoise. On s'aperçoit que les deux se suivent et donc on estime que sur l'année qui vient, la Chine va continuer d'imprimer énormément d'argent pour pouvoir se financer elle aussi. Et ça, c'est une bonne chose pour les cryptos parce que c'est exactement la même configuration qui avait poussé Bitcoin et les cryptos en 2017. En 2017, la Fed ne faisait pas de QE, mais par contre, la Chine imprimait énormément et c'est ce qui avait permis au marché de pousser puisque ça augmente la masse monétaire mondiale. Et il faut savoir aussi que la Fed va baisser ses taux pour pouvoir justement relancer l'économie, régénérer l'activité et in fine régénérer des liquidités via les prêts aux particuliers et aux entreprises qui vont in fine s'écouler vers les marchés financiers. On s'attend à une première baisse de taux le 29 octobre, une autre le 10 décembre et une suivante dans les mois qui suivront. Alors quand on baisse des taux, ça amène beaucoup de choses, notamment ça rend l'argent moins cher. Donc ça permet aux banques commerciales d'emprunter de l'argent aux banques centrales et de le prêter avec un taux légèrement supérieur aux entreprises et aux particuliers qui vont pouvoir
réemprunter et assumer finalement ces échéances de prêt. Parce que quand les taux sont trop élevés, eh ben, les particuliers n'ont pas assez de moyens pour assumer leur paiement de leur dette. C'est pour ça que les prêts sont souvent refusés. C'était le cas récemment en France pour ceux qui demandaient des prêts immobiliers. Donc les prêts bancaires vont augmenter, la croissance aussi, la consommation des ménages aussi, l'investissement aussi. Donc l'emploi va augmenter. La liquidité globale aussi et les prix des actifs comme Bitcoin, les crypto-monnaies, la bourse, l'immobilier et tout le reste vont pouvoir monter parce qu'on baisse les taux, parce qu'on crée la croissance et qu'on va indirectement injecter des liquides dans l'économie et donc recréer de l'inflation. Récapitulons. On a donc une économie qui tient déjà grâce à de la liquidité privée, donc qui vient du fait que l'État américain investisse dans les entreprises, plus du crédit qui vient des banques commerciales, malgré l'inflation et les taux. Le cycle est lent, mais il n'est pas terminé. La récession est évitée grâce à une création monétaire déléguée, donc de la part du Trésor et des banques, comme je viens de le dire. Et la liquidité revient avec la baisse des taux, et ça annonce une belle année 2026. Et ça favorise Bitcoin, Ethereum et la crypto, et on a potentiellement un véritable second souffle à venir sur les marchés. Donc c'est souvent synonyme d'une phase euphorique sur les marchés et d'un vrai bull market. Le bull run n'est peut-être pas encore lancé à pleine vitesse, mais il se prépare. Alors, on a donc une entrée progressive des institutions dans la finance décentralisée, en plus en crypto, sur tout ce qui est tokenisation et sur tout ce qui se passe autour des stablecoins dans l'état actuel. On a des régulations crypto en plus claires qui arrivent, notamment avec la Market Structure Bill qui arrive en novembre, qui va déterminer comment on va pouvoir définir si une crypto est une security ou une commodité. Cette régulation, elle vient indiquer que finalement le seuil de décentralisation à 20% devient un critère clé pour définir si une crypto-monnaie est une security ou une commodité. Donc s'il y a cette décentralisation et un code open source, ces crypto-monnaies pourront être considérées comme des commodités. C'est une bonne nouvelle pour Bitcoin et Ethereum, ça pourrait être un gros catalyseur, et pour Solana aussi, parce que la reconnaissance légale en tant que commodité via la nouvelle loi sur la structure des marchés, si ça se concrétise, ça pourrait ouvrir la voie à un afflux instit massif et donner un narratif puissant pour les cryptos. Et vous savez que les crypto-monnaies réagissent souvent à des nouvelles bullish. Donc on récap, les conditions de marché sont bonnes, le cycle économique est en expansion, plus de liquidités à venir, une adoption institutionnelle de Bitcoin et des régulations crypto positives. Maintenant, ça c'est le bullish moyen terme. Il faut être conscient qu'il y a certains dangers à court terme, comme on a vu au début de cette vidéo, notamment le fait qu'il y a quand même un affaiblissement de Bitcoin au niveau graphique, qu'il y a des grandes prises de profit faites de la part des baleines, qu'il y a une possible liquidation pour aller chercher encore 95 000 $ sur un niveau de support et chercher des liquidités, et qu'on a besoin évidemment de nouveaux arrivants pour pouvoir faire monter ce prix. De plus, il y a potentiellement encore un mois où on a une espèce de poche d'air au niveau de la liquidité, le temps que l'État américain réouvre et qu'on voit un écoulement des liquidités vers Bitcoin. Alors, du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on panique? Bah non. Il y a une chose très importante à comprendre en crypto, c'est qu'il faut toujours prendre un maximum de recul. Tout ce que vous allez vouloir faire à court terme, tout ce qui est trading, tout ce qui est essayer d'optimiser votre capital à court terme, logiquement, ça vous fait faire des erreurs, votre psychologie vous rattrape et vous faites que d'acheter et vendre vos crypto-monnaies en grattant un petit peu de Bitcoin à chaque fois, en perdant un peu d'unité, et c'est pas le bon comportement à avoir. Alors, pour vous aider à patienter, on va essayer de prendre un petit peu de recul, simplement avec une projection de Mr. Raoul Pal aussi. Je vous rappelle que l'ISM, c'est l'indicateur économique qui démontre la tendance pour Bitcoin, et avec les facteurs macro qu'on a vu récemment, et du moins ces projections-là, on estime que l'ISM peut monter, vous voyez, entre 55 et 60. Donc, vraiment, si on fait des projections ici capées, et qu'on les applique sur un canal logarithmique qui est actuellement applicable sur Bitcoin, on estime que si fin 2025, on va chercher les niveaux de 52 sur l'ISM ou de 57, on peut aller entre 200 et 400 000 $. Bon, c'est une projection, il n'y a aucune garantie là-dessus, il faut qu'on y aille, mais vous voyez que c'est possible. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, plus on va loin dans le temps pour trouver un sommet, plus les cibles de prix sont élevées. Donc si on va chercher ces niveaux 52 ou 57 plus tard dans l'année 2026, notamment fin 2026, on est plutôt entre 400 et 700 000 $ pour Bitcoin. C'est qu'une projection, il n'y a aucune garantie là-dessus, mais c'est un modèle qui est intéressant. Et pour les altcoins, on fait quoi? Personnellement, je vais préférer essayer d'adopter les comportements de la smart money. C'est-à-dire qu'en l'état actuel, on a envie de tout larguer, on a envie de tout vendre. Je préfère avec ce que j'ai en crypto-monnaie, sachant que mon risque est bien géré, que j'ai une grosse partie de mon capital en Bitcoin et que j'ai une partie qui est bien maîtrisée dans les altcoins, dans assez peu d'altcoins, des altcoins de qualité avec un gros potentiel pour la suite, notamment parce que c'est les technologies adoptées. J'ai le luxe d'attendre et de me dire, je peux attendre quelques mois, voir ce qui se passe, essayer de voir s'il y a vraiment un cycle qui déroule, s'il y a des liquidités qui arrivent et qu'on va chercher un vrai sommet et qu'on voit une vraie surperformance des altcoins, je peux me permettre d'attendre. Maintenant, ce que je vous suggère de faire, c'est de compter votre capital, non pas en dollars, mais en Bitcoin. Admettons qu'aujourd'hui, je dis une bêtise, votre capital global vaut 15 Bitcoins. Vous avez
vous avez 7 bitcoins de côté et vous avez un panier d'altcoins qui vaut l'équivalent de 8 bitcoins. Vous pouvez vous dire, ben moi, je refuse que mon capital total passe sous 12 bitcoins. Et donc, si vous voyez que vos altcoins perdent trop en valeur dans les prochains mois, si votre capital global vaut l'équivalent, admettons, de votre seuil qui est 12 bitcoins, vous pouvez vous dire, bah voilà, c'est mon seuil de tolérance, je passe tout en bitcoin et tant pis, ceci qui n'a rien donné pour les altcoins, mais au moins je m'arrête là en termes de risque et je sécurise mes 12 bitcoins que je garde sur le long terme. Sinon, en attendant, moi personnellement, je préfère garder mes altcoins pour les mois qui arrivent et attendre finalement cette expansion. Et je pense que, comme on le voit à chaque fois, comme c'est le cas pour Ethereum sur ce cycle et pour les altcoins le cycle dernier, c'est au moment où tout le monde jette l'éponge que les choses finissent par rebondir. Alors prenez du recul, rappelez-vous une chose, ce qui fait la valeur d'une technologie, c'est vraiment son adoption. Et donc plus on a d'utilisateurs sur une techno, plus ça a de valeur. Et je vous rappelle que les crypto-monnaies, on projette que sur les 5 ans qui viennent, multiplie par 4, à chercher 4 milliards d'utilisateurs. Donc potentiellement beaucoup d'adoption, beaucoup de capitaux qui viennent dans ce marché. Surtout que maintenant, il y a les instituts, les entreprises, les États qui accumulent du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Donc ça, c'est vraiment la tendance long terme dont il faut se rappeler. Et autre chose très important, une projection simple. Bitcoin, sur les 5 dernières années, c'est 75% de performance d'année en année si on considère le prix moyen qu'il avait dans l'année. Si on fait une projection simple, on se dit que Bitcoin va rester l'actif qui performe le plus sur les 20 années à venir, et qu'on estime qu'il va performer à 30% en moyenne par an, et ben cet effet cumulé de 30%, ça amène un BTC autour des 10 à 20 millions de dollars dans 20 ans. Donc quand on comprend ça, on se dit bon, il faut que je vois le long terme pour Bitcoin, il faut que j'arrête de chercher à court terme, il faut simplement que j'en accumule le plus possible, et le fait d'avoir des altcoins, l'objectif d'en avoir, c'est uniquement d'essayer de faire un plus gros multiple que Bitcoin sur une courte période pour acheter plus de Bitcoin in fine. Quand on comprend ça, on s'aperçoit que c'est finalement les holders qui gagnent le plus d'argent, c'est pas ceux qui essayent de timer tous les petits mouvements, c'est ceux juste qui essayent de détenir leur Bitcoin sur le plus long terme pour en avoir le plus possible quand il vaudra 10 à 20 millions de dollars. Alors si tu veux savoir comment accumuler un maximum de Bitcoin à partir de maintenant, dans ma chaîne YouTube, tu vas trouver une autre vidéo qui s'appelle Comment obtenir un Bitcoin complet sans avoir 125 000 dollars, où tu verras ma conférence que j'ai réalisée devant 1000 personnes cette année au Z Project, où je vais t'expliquer les fondamentaux de tout ce qu'il faut que tu saches pour pouvoir accumuler correctement du Bitcoin sur les années qui viennent. C'est la fin de cette vidéo d'analyse, j'espère que tu en as tiré un maximum de valeur et que tu as eu des réponses à tes questions, que tu sais du coup quoi faire avec ton capital et comment te comporter pour les mois qui viennent et que tu vas tirer également un maximum de valeur de la vidéo suivante que je viens de te présenter. Si tu as besoin de plus de stratégies, tu peux regarder dans la description de cette vidéo, il y a ma masterclass, elle est gratuite. En attendant, je te dis à la prochaine et je te souhaite de tout cœur de réussir ce cycle en crypto-monnaie. Ciao ciao.